Stéphane Amar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Alors, nous allons parler ensemble de la situation autour du Mont du Temple, avec cette semaine particulièrement tendue après l'attentat de vendredi dernier. Je voudrais que nous parlions ensemble. Je rappelais tout à l'heure que vous êtes le correspondant de BFM TV en Israël, mais également l'auteur d'un livre, d'un ouvrage paru en 2008 aux éditions de Noël, Les meilleurs ennemis du monde. C'est un ouvrage qui détaille en fait ce qui se passe dans le secteur arabe israélien et même chez les Palestiniens, et qui montre que finalement, peut-être même la presse, les médias, ne reflètent pas véritablement la réalité au sein de ces communautés, en particulier dans le secteur arabe israélien. Alors justement, autour de cela, par rapport à votre expérience et vos rencontres, les rencontres que vous avez faites et dans le cadre de cet ouvrage et ensuite dans le cadre de vos fonctions, comment expliquer ce soulèvement? On a véritablement le sentiment d'une forme d'exagération. Alors, à cause de portiques qui sont installés par les forces de sécurité israéliennes à l'intérieur, donc à proximité de la Porte des Lions, non pas sur le mont du Temple comme le prétendent le Waqf et les responsables musulmans, mais donc à l'intérieur du mont du Temple pour assurer la sécurité de ces fidèles finalement, eh bien on assiste à une sorte de soulèvement, d'un embrasement. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il y a un homme qui tire les ficelles, qui est responsable de cette tension qui grandit de jour en jour depuis une semaine? Alors d'abord, je pense qu'il faut remettre les choses dans leurs proportions. Certes, il y a des tensions, il y a des affrontements, il y a même, on l'a vu la semaine dernière, des drames, des attaques extrêmement violentes qui se produisent, même si elles sont très très rares. Ce qui s'est passé, par exemple, avec cette attaque des 3 Arabes israéliens contre les 2 policiers israéliens la semaine dernière, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, même si les attaques au couteau sont quasiment monnaie courante dans la vieille ville. Des attaques aussi violentes, et on peut les compter sur les doigts d'une main, même dans les 50 dernières années, depuis qu'Israël a conquis la vieille ville en 1967 à l'issue de la guerre des 6 jours. C'est une première chose. Il y a, cela dit, un noyau effectivement extrêmement motivé idéologiquement, qui refuse en quelque sorte la souveraineté israélienne sur l'esplanade des mosquées, sur le mont du Temple, qui n'a jamais accepté cette défaite de 1967 et qui craint, c'est leur slogan, eh bien que Al-Aqsa soit en danger, c'est le nom de cette organisation, Al-Aqsa en danger, qui craint qu'Israël finalement eh bien, aille plus loin dans cette conquête, ne se contente pas du fameux statu quo qui veut que Israël n'intervienne pas, que l'esplanade soit confiée au Waqf, à cet organisme dirigé par la Jordanie, et que les Juifs aient simplement le droit de venir quelques heures par jour sur l'esplanade sans y prier. Vous savez qu'il y a des gens qui surveillent le mouvement des lèvres pour voir si les Juifs ne prient pas. Donc il y a effectivement un noyau extrêmement déterminé autour du Cheikh Raed Salah, qui est issu justement, et ce n'est pas un hasard, d'Oum el-Fachem, l'une des principales villes arabes israéliennes, Et la ville d'où d'où étaient viennent. issus Oui. voilà, les 3 assaillants de la semaine dernière. Il y a également ces Morabitoun, qui sont des femmes payées mensuellement par cette organisation pour faire de l'agitation autour du mont du Temple, autour de l'esplanade des mosquées. Mais encore une fois, cela reste dans des proportions qui, pour l'instant, en tout cas, sont Et puis on contenues. avait, Stéphane, le sentiment que les choses s'étaient un peu calmées depuis la mise hors la loi de la branche nord du mouvement islamiste israélien, de ces Morabitoun, de ces Morabitat. On avait l'impression que le calme était revenu. C'était une erreur, c'était une illusion d'optique. Alors, il faudra voir comment va se passer la journée de demain, puisque il y a la grande prière du vendredi et qu'il y a plusieurs appels de dirigeants palestiniens, arabes israéliens, à se révolter contre ces portiques qui ont été mis en place aux alentours de l'esplanade des mosquées, non pas évidemment sur l'esplanade, mais plutôt à l'entrée de la vieille ville, du quartier est de la vieille ville de Jérusalem. Il faudra voir comment ça va réagir. Il n'est pas du tout sûr qu'il y ait un embrasement. Ce sont des vagues, ce sont des phases, il faut les relier. Toutefois, il faut dire les choses tout à fait clairement, il faut les relier à un véritable regain d'intérêt du côté israélien pour le mont du Temple, pour l'esplanade. Le nombre de groupes de juifs qui se rendent sur l'esplanade tous les jours est en constante augmentation. Vous avez peut-être vu récemment
une francophone, Sarah Lursa, s'est Oui. mariée sur le mont du Temple. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Il y a l'entrée de Yehuda Glick, qui est le grand leader en Israël de ce mouvement des Juifs pour réinvestir le mont du Temple, qui a été élu à la Knesset, qui est un député maintenant du Likoud, qui a donc une certaine influence. Il y a des gens au sein même du gouvernement, comme Naftali Bennett, ou bien la ministre de la Culture, qui sont extrêmement proches de ces mouvements, qui sympathisent pour ces mouvements. Donc tout ça crée effectivement une inquiétude du côté palestinien, ce qui explique certainement en partie ce regain de tension. Est-ce qu'il y a une radicalisation, on va dire, à l'extrême dans certaines parties du secteur arabe israélien? On parlait d'Oum el-Fachem, mais ça peut être aussi effectivement à Oum el-Fachem, mais ailleurs aussi. Sous l'influence, par exemple, dans les réseaux sociaux de Daesh, qui permettrait, par exemple, qui fait que eh bien, cet événement exceptionnel, rarissime, donc des tirs par des Palestiniens ou par des Arabes israéliens sur le mont du Temple, sur un site qui est considéré comme saint pour les musulmans également, c'est rarissime. Le fait que ce soit des tirs qui soient produits, on dit que c'est une forme de radicalisation qui vient de Daesh, qui ne respecte quasiment rien et qui ne respecte que la force et la cruauté. Alors c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Il faudra voir si il y a d'autres attaques de ce type, s'il y a vraiment un mouvement Mais de est-ce fond. est-ce que Daesh est plus Isolé. présent? Est-ce que Daesh, qui s'affaiblit sur le terrain en Irak et en Syrie, est aujourd'hui plus présent qu'il ne l'était, on va dire, au sommet de sa force il y a 2 ans, dans le secteur arabe israélien? Il y a une possibilité de le Non, dire? personnellement, c'est pas quelque chose que je ressens. Il faut savoir que ça existe, comme d'ailleurs dans les pays européens, qu'il y a une surveillance extrêmement serrée des services de sécurité, notamment de la toile, d'Internet, pour savoir quel site consulte ces Arabes israéliens, quel type de statut est-ce qu'ils publient, et grâce à cette surveillance, eh bien, il faut savoir que quasiment chaque semaine, il y a des attentats qui sont déjoués, tout comme en France d'ailleurs. Donc il y a certainement effectivement ce phénomène qui joue. Daesh, c'est une espèce de franchise en fait. Les gens adhèrent comme ça, pas par Internet, de loin à un mouvement, à un drapeau, se rangent sous une bannière. Donc effectivement, certainement que ça n'épargne pas Israël. L'ampleur de ce phénomène, à mon avis, elle reste très réduite. En tout cas, c'est ce que je constate sur le terrain. Je ne constate pas du tout de radicalisation des Arabes israéliens. Le Cher Raed Salah à Oum el-Fachem est en perte de vitesse. La journée de la Terre qu'il organise pour Al-Aqsa tous les ans attire moins de monde que d'habitude. On le voit bien également dans les urnes. Il n'y a pas du tout de poussée du mouvement islamiste en Israël. Et il y a au contraire, parallèlement, ce dont on parle malheureusement assez peu, une intégration de plus en plus poussée des Arabes israéliens dans tous les domaines, Voilà, c'est ça. que ce soit dans la justice, que ce soit dans l'industrie. Je le dis souvent, par exemple, le numéro 2 mondial d'Apple, le bras droit de Tim Cook, est un arabe israélien. Il a étudié au Technion, il s'appelle Samis Rougi. Il a témoigné dans la presse américaine pour dire qu'il considérait Israël comme son pays, et qu'il n'avait jamais souffert ni de discrimination ni de racisme, et que c'est même lui qui a insisté pour qu'Israël ouvre pour qu'Apple ouvre 3 centres de recherche en Israël. C'est ça. Il y a En fait, vous, c'est d'ailleurs ce que vous développez dans votre livre, c'est le fait, c'est cette face cachée que l'on ne mentionne peut-être pas suffisamment de coexistence, on va dire, pacifique et fraternelle entre juifs et arabes israéliens en Israël, de la volonté de l'immense majorité de la population arabe israélienne de vivre tranquillement, de rester conforme, de se conformer aux lois, aux règles de l'État de droit israélien, même si peut-être au niveau identitaire, eh bien, il y a une identification avec la cause palestinienne. Bah, effectivement, c'est toute la finesse en fait de ce problème. Il y a 1,5 million environ de Palestiniens qui vivent en Israël, donc on appelle les Arabes israéliens. Ils jouent le jeu dans leur très très grande majorité, dans leur écrasante majorité de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils respectent les lois de l'État d'Israël et ils collaborent au fonctionnement de son économie, de sa recherche, etc. Maintenant, évidemment, au niveau identitaire, ils se sentent à 100% palestiniens. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps une femme qui enseigne dans une école juive, une palestinienne justement de Bak el-Garbia, pas très loin d'Oum el-Fachem,
Parce que vous savez que le gouvernement israélien, le ministre de l'Éducation, a recruté des centaines de professeurs arabes pour aller enseigner dans les écoles juives, parce qu'on manque de professeurs et que le ministère souhaite également que les élèves juifs soient en contact avec des professeurs arabes pour qu'ils comprennent cette réalité. C'est une professeure modèle qui enseigne dans une école à côté de Tel Aviv. Ses collègues l'apprécient énormément. Elle-même n'a aucun problème avec Israël. Elle se sent parfaitement citoyenne israélienne, mais en revanche, au niveau identitaire, elle se sent complètement palestinienne. Pour elle, il n'y a pas de contradiction. C'est un peu, si on veut, à rapprocher des juifs qui vivent en France, qui se sentir à la fois complètement français, mais dans leur intimité, dans leur identité profonde finalement, ils se sentent juifs et rattachés au peuple juif. Ça n'empêche pas les gens de vivre ensemble et de pouvoir élaborer ensemble des projets et construire une société telle que celle qu'on connaît en Israël. Et effectivement, ce qui se passe au mont du Temple peut inciter au pessimisme, puisqu'on se dit que ce sont des Arabes israéliens avec des cartes d'identité israéliennes qui ont commis cet attentat. Mais encore une fois, on est dans un contexte très spécial, d'un lieu extrêmement sensible, sans doute le lieu le plus sensible du monde, puisque exactement au même endroit, eh bien, deux peuples revendiquent finalement un lieu saint, une identité religieuse, et ça crée des tensions qui, encore une fois, restent relativement limitées si on tient compte du nombre de personnes en présence. Et pour rajouter au paradoxe, il y a aussi le fait que ces mêmes Arabes israéliens, en particulier ceux de la région du Triangle, qui est au nord de la Samarie, hein, où vivent près de la moitié de la population arabe israélienne, eh bien, lorsque on leur parle, comme le fait Avigdor Lieberman, de déplacer une frontière afin qu'ils puissent être intégrés dans un futur éventuel État palestinien, eh bien, ils s'y opposent farouchement. Ça rajoute aussi à l'ambivalence. Oui, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre le dilemme d'Oum el-Fachem, parce qu'effectivement, les gens d'Oum el-Fachem sont souvent extrêmement remontés contre Israël, voire plus, hein, on l'a vu avec cet attentat, mais dans le même temps, ils sont complètement intégrés économiquement à Israël. Il faut savoir que un très grand nombre d'immeubles à Tel Aviv ont été construits par des entrepreneurs qui viennent tous les jours d'Oum el-Fachem. Il y a une véritable prospérité économique. Si vous promenez dans les rues d'Oum el-Fachem, vous verrez un nombre impressionnant de 4x4, d'énormes villas. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et donc, ils ne veulent pas renoncer finalement à vivre dans un État développé économiquement, démocratique. Ils ne veulent pas troquer ça contre une citoyenneté aléatoire dans une autorité palestinienne. Et même si effectivement ils sont collés à la ligne verte, c'est-à-dire qu'on pourrait redessiner la frontière très facilement pour les englober dans l'autorité palestinienne, selon tous les sondages, toutes les études d'opinion, c'est absolument hors de question pour eux. Ils veulent rester en Israël. Eh bien, Stéphane Amar, merci de nous avoir éclairé donc sur ce qui se passe un peu dans le secteur arabe israélien aujourd'hui, dans la population palestinienne et également en perspective donc de cette journée de très haute tension prévue demain. Bien entendu, donc si ces portiques de sécurité étaient maintenus par le gouvernement israélien à l'entrée donc du mont du Temple, merci de nous avoir éclairé sur ce qui se passe dans ce secteur et à bientôt. Bonne journée. Shalom. Merci. Au revoir. Voilà, nous étions avec Stéphane Amar, journaliste, écrivain d'un ouvrage sur les Arabes israéliens, les meilleurs et la population palestinienne, les meilleurs amis du monde, paru en 2008 aux éditions de Noël. Nous serons dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel qui nous a déjà rejoint dans ce studio pour sa chronique Un jour, notre histoire.